C'est peut-être parce qu'il est 4h30 et que moi j'ai faim et donc avant tout je te dévore. Je me dis, c'est costaud, voilà, t'as vu que j'essaye de me rattraper. La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera partout. Albert Einstein. Voilà pour lancer cet échange, échange prospectif entre Gabriel Alpern. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, auteur de Tous Centaures, éloge de l'hybridation aux éditions du Pommier. Nils Asiosmanov, musicien de jazz, cofondateur et président du Cube, lauréat du prix Forum Changer d'air 2018. Je m'efface. Pendant 15 minutes, je m'efface. Merci Éloi. Alors on va avoir, je crois, un petit dialogue entre nous. Je voudrais juste te dire avant que je suis déjà ravi d'échanger avec toi et puis ravi de pouvoir glisser quelques contenus, éléments sur la question de l'art, des arts numériques et de l'art en général dans le forum Changer d'air. Voilà, ça, je suis très content de ça. Alors Gabriel, moi j'ai eu le plaisir de t'interviewer il y a quelques mois déjà pour la sortie de ton livre Tous Centaures, éloge de l'hybridation. Et alors, il faut dire que tu avais eu une très belle intuition parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'hybride, c'est devenu un peu la marque de notre époque. Alors, je pense que le numérique n'est pas pour rien, on l'a vu avec le confinement. Mais toi, tu dis que c'est une révolution qui est beaucoup plus profonde parce que, en fait, la figure mythologique du centaure qui revient de très loin, cette figure hybride, finalement, serait peut-être notre avenir. Alors, la question que j'ai envie de te poser, très simplement, c'est quoi pour toi l'être hybride ? Alors, effectivement, ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur le thème de l'hybride. Juste avant de répondre à ta question, il y a effectivement quelques années, personne n'entendait parler de ce terme hybride. On l'entendait seulement dans le secteur automobile pour les voitures hybrides. Mais quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je sentais qu'il y avait une évolution, une transformation, une grande tendance vers laquelle notre société allait. Et il est évident que la crise sanitaire a vraiment accéléré cette hybridation que l'on retrouve maintenant dans absolument tous les domaines de la vie. L'hybride, je le définis comme... Et donc l'être hybride, comme cet être hétéroclite, cet être qui est capable de faire des pas de côté, qui est capable d'aller vers le mélange, vers le contradictoire, vers ce qui est le plus différent, le plus radicalement différent de lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, il y a quelques années, quand on disait de quelqu'un ou de quelque chose qu'il était un peu hybride, c'était rarement un compliment. Parce qu'il y a cette méfiance, parce que ce qui est hybride, c'est ce qui n'entre pas dans les cases. Voilà, ça nous déboussole, ça questionne toutes nos définitions. Voilà, il n'y a pas que les êtres qui sont hybrides, les villes sont hybrides, les objets sont hybrides, les modes de consommation, les modes de travail commencent à l'être. Et donc, on est un peu désarçonné par tout ça. D'ailleurs, plus le monde s'hybride et plus nos cases se vident, d'où le phénomène des fake news, des vérités alternatives. Mais ce que je voulais dire à travers mes travaux de recherche, c'est que l'hybride, c'est une chance extraordinaire, c'est une opportunité extraordinaire, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs. Il y en a qui ont bien compris ce sujet-là de la créativité, ce sont les artistes, bien avant justement le commun des mortels. Je pense que c'est un sujet que tu connais bien. Effectivement, les artistes sont naturellement dans l'hybridation, car ils créent en faisant des liens nouveaux entre les choses, les concepts, les idées, les formes, etc. Et puis, ils ont la capacité aussi, je crois, à être en empathie avec leur époque. D'ailleurs, le terme empathie, au départ, a été créé pour désigner l'émotion qu'on ressentait devant une œuvre d'art. Et c'est seulement après qu'il a été repris par Freud et les psychologues. Alors, par exemple, lorsque Cézanne peint en 1895 la corbeille de pommes, il peint une nature morte dans un style extrêmement classique, très conventionnel. Et pourtant, il y a quelque chose qui accroche le regard, qui ne marche pas dans le tableau, c'est bancal. Alors, est-ce que Cézanne ne savait pas peindre ? Bah si, puisqu'à cette époque-là, il avait 50 ans, il était prof aux Beaux-Arts, il était au sommet de sa technique. Qu'est-ce qui se passait ? En fait, il a fait quelque chose de complètement nouveau. Il avait superposé différentes perspectives dans le tableau. Et qu'est-ce que ce tableau disait ? Il disait on ne peut plus continuer à regarder le monde avec un seul point de vue, on ne peut plus continuer à le regarder sous un seul angle. Parce que la modernité était en plein essor et il y avait tout un tas de révolutions qui s'opéraient, la physique quantique qui allait bientôt arriver, etc. Et effectivement, la complexité du monde faisait qu'on ne pouvait plus le regarder de manière balistique sous un seul angle. Et d'ailleurs, la pensée rationnelle des Lumières, à ce moment-là, a commencé
vaciller, si je puis dire. Dans les années 70, je prends un ou deux exemples, Vasarely avait complètement anticipé, le numérique n'existait pas, il avait complètement anticipé le futur ubiquitaire, qui est encore un peu un futur ubiquitaire pour nous, mais enfin qui est déjà un peu là. C'est-à-dire que lui parlait déjà de virtualité, de simultanéité multidimensionnelle, c'est ces termes, pour décrire le futur de l'art. Et ben aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les objets connectés, tout ça, on est totalement dedans. Un autre exemple, Stark, il y a 30 ans, quand on lui demande c'est quoi le futur du design pour vous, il dit on va passer du beau qui est un concept culturel au bon qui est un concept humaniste. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand on regarde le design aujourd'hui, la bascule du design, c'est qu'on rentre dans le design de la relation, parce que l'objet fusionne avec le numérique, et ce faisant devient comportemental, devient émotionnel, devient relationnel, etc. L'objet devient sujet. Et ça, c'est une révolution de rupture dans le design qui s'opère et que Stark avait parfaitement vu. Alors aujourd'hui, on en est où ? Les artistes du numérique explorent nos futurs possibles, et ils le font à la croisée des arts, des sciences, des technologies. Donc là encore, on est dans des hybridations extrêmement fortes. Et juste un exemple, il crée plein de choses, mais il crée par exemple des œuvres génératives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne crée plus l'œuvre finale, le produit final, il crée le système qui crée l'œuvre, avec l'intelligence artificielle, la data, les interactions. Le spectateur lui-même, par ses interactions, rentre dans le processus dynamique de création de l'œuvre, en flux. Et tout ça est encore une rupture extrêmement forte, née d'hybridation. C'est un peu démiurgique, mais quand on regarde, c'est ce qui se fait par ailleurs dans par exemple, les biotechnologies ou le vivant, avec aujourd'hui la réécriture du code génétique. Finalement, les arts numériques ne font que tendre là un miroir à la société. Voilà, alors au-delà de l'art, là j'étais beaucoup dans la question de l'art, moi ce que j'aimerais te demander, c'est comment tu vois cette mutation, ces hybridations s'opérer, qu'est-ce que ça peut apporter dans le cadre de l'entreprise et en quoi ça va changer le rôle du chef d'entreprise. De la même manière qu'une approche hybride peut être intéressante pour l'artiste, pour pouvoir l'inspirer en termes de créativité, une approche hybride est intéressante pour un chef d'entreprise, pour pouvoir l'inspirer en termes d'innovation. C'est là où c'est intéressant parce que l'on voit que effectivement le fait de pouvoir créer des ponts entre des mondes différents, des matériaux différents, des technologies différentes, des métiers différents, va permettre de pouvoir, et même des datas différentes, on n'est pas à l'heure du big data, mais au contraire on va entrer maintenant dans l'ère du link data, donc la capacité à hybrider des datas complètement différentes, va être un levier d'innovation extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu au début de la crise sanitaire, cette incroyable créativité où en fait on a utilisé des objets qui étaient utilisés normalement dans un usage bien défini pour de tout autres usages. Je pense au masque de plongée qui a été utilisé comme masque chirurgical, les ponchos comme surblouse dans les hôpitaux. Et en fait, tout ça, finalement, c'est intéressant parce qu'on opère des croisements. C'est ce qui me fait dire que finalement, avant, nous étions dans une société industrielle, puis nous sommes passés à une société servicielle. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'hybridation entre l'industriel et le serviciel vers justement une société hybride des usages ou des relations. Et on voit bien qu'aujourd'hui, donc ça ouvre des perspectives pour des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise en quête d'innovation, ça ouvre des perspectives parce que finalement, mon entreprise fabrique un produit, comment est-ce que je vais pouvoir associer des services pour pouvoir créer de nouveaux usages ? Mon entreprise fabrique des services, comment je vais pouvoir créer, etc., etc. Et donc, c'est cette hybridation qui va permettre de pouvoir imaginer de nouveaux relais de croissance. Je donne un autre exemple. Bon, on parle effectivement des voitures hybrides, mais si on allait encore plus loin, la véritable voiture hybride, c'est pas un sujet de moteur, voilà, ça va être la voiture où finalement on se dit, mais à partir du moment où on est en pilotage automatique, à quoi ça va servir une voiture ? Et donc, quand on entre là-dedans, on fait ce petit pas de côté par rapport à l'usage traditionnel de la voiture. On commence à penser la voiture peut-être comme une autre pièce de la maison, de l'appartement, peut-être comme un salon. Et là, ça ouvre des perspectives extraordinaires en termes d'hybridation. Par exemple, il y a un partenariat qui a été fait récemment entre une marque de voiture et le musée du Louvre, où finalement, on hybride le musée et la voiture pour pouvoir repenser complètement l'usage de la voiture. Et ça, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est intéressant en termes d'hybridation. Alors, le chef d'entreprise, il n'est pas seul dans ce sujet de l'hybridation. Et pour pouvoir imaginer de nouveaux leviers sans cesse d'innovation, il va falloir aussi que son organisation
soit hybride. Donc une organisation hybride, c'est pas genre je fais un petit département d'innovation dans un coin où je niche la souplesse, la réactivité, l'agilité dans un coin et tout le reste de l'organisation est complètement rigide. Mais au contraire, comment est-ce que je fais en sorte que cet esprit d'hybridation, cet esprit d'innovation soit présent partout? Deuxièmement, en termes de formation, c'est comment est-ce que, enfin, une formation professionnelle, je vais faire en sorte que mes collaborateurs puissent aller vers des compétences radicalement différentes de celles qu'ils possèdent déjà et qu'ils puissent du coup hybrider leur métier. Et troisièmement, en termes de recrutement, comment est-ce que je vais du coup recruter des centaures, c'est-à-dire des êtres hybrides qui manient des compétences radicalement différentes et qui vont être capables d'apporter cette transversalité dont tout le monde parle, voilà, mais qui en fait est assez théorique. Mais ces centaures-là, du fait de leur hybridation et de compétences, vont être en mesure du coup de pouvoir faire parler des secteurs différents, des mondes différents, des idées différentes. Donc finalement, les centaures ont beaucoup de choses sur leurs épaules. D'où le fait que ce ne soit pas toujours facile d'être en centaure, on n'est pas toujours très bien accepté. Je pense que c'est... Oui, c'est à la fois toute la beauté et la malédiction des centaures. C'est l'histoire du crapaud fou, ça va rappeler des souvenirs à Éloi. Le crapaud fou, c'est le crapaud qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et au moment de la transhumance annuelle, quand tous les crapauds partent vers la mare la plus proche pour se reproduire, lui, il prend un autre chemin. Et puis, il s'avère que toute la bande de crapauds se retrouve face à une route qu'il faut traverser. Les voitures passent, ils sont tous écrasés, donc ils sont décimés. Et il n'y a plus que le crapaud fou qui avait pris un autre chemin, qui arrive à la mare et qui peut perpétuer l'espèce et assurer sa survie. Cette histoire du crapaud fou, c'est un peu celle de Galilée, de Copernic, de Van Gogh et de plein d'autres qui ont pris d'autres chemins et qui, parfois, en ont un peu souffert d'être incompris, rejetés. Moi, je suis fasciné, par exemple, par l'histoire de Méliès, qui est tout à fait dans cet esprit-là. C'est quand même l'un des inventeurs du cinéma. Et il a dû se battre toute sa vie pour développer son projet. Il a produit plus de 500 films qu'il appelait les voyages vers l'impossible. Et il est mort dans la misère. Il est mort plus personne s'intéressait à lui. Il vendait des bonbons à Montreuil, pour vous dire. Alors le cinéma auquel il a participé complètement à la création du cinéma, ça a vraiment été un des moteurs, si je puis dire, de ce nouvel art. Le cinéma était lui-même le fruit d'une hybridation totale. C'était la convergence de l'optique, de la mécanique, de la chimie, des arts, de la mise en scène, etc., etc. Donc c'était un travail énorme à l'époque de réunir tout ça et d'arriver à faire converger, et ça a créé un nouveau langage. C'est pas rien, quoi. Aujourd'hui, le cinéma est probablement ce qui est de plus consommé au monde depuis Netflix, j'imagine. Et l'histoire de Méliès, finalement, elle se reproduit inlassablement, puisqu'on voit que, par exemple, les arts numériques aujourd'hui ont beaucoup de mal à être considérés, soutenus en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, si on est encore un peu dans des silos un peu cartésiens, on a un peu du mal. Et pourtant, c'est un formidable vecteur de progrès. Jean-Luc Godard, le cinéaste, a quand même dit que le cinéma hollywoodien, avec toute sa puissance de feu, de représentation, les effets spéciaux, etc., n'était pas apte à représenter la complexité du réel. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, va nous permettre de représenter la complexité du réel qui évolue avec les sciences, etc. C'est la data, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ça. Et les artistes, c'est leur boulot. Ils sont en plein dans ces systèmes de représentation, de narrativité, etc. En fait, ce sont ceux qui mettent le monde en récit avec des nouvelles formes de représentation. Voilà, alors je ne sais pas si on n'a peut-être plus le temps de développer beaucoup, mais peut-être en conclusion... Eh bien, super. Moi, ce que je voudrais te demander, c'est de manière plus générale, plus méta, si je puis dire, en quoi, pour toi, les centaures, ces êtres hybrides, vont changer le monde? Si tu devais dire une chose plus particulière, ça serait quoi? Alors, je pense qu'effectivement, si renaissance il y a, il va falloir que nous renaissions tous en centaure. Et une petite recette ou un petit mode d'emploi justement pour être un centaure, je m'appuie là sur les travaux de Elias Canetti, grand intellectuel du XXe siècle, qui est vraiment l'un de mes véritables maîtres à penser, et qui a cette phrase extraordinaire où il dit que finalement, la vie, c'est un éternel rétrécissement. Enfin voilà, c'est terrible à dire, mais bon, voilà, la vie, on se rétrécit petit à petit. Et donc justement, pour pouvoir éviter que la vie se termine en peau de chagrin et qu'on soit étroit, tout petit, minuscule, et bien pour pouvoir s'augmenter, il faut savoir jeter son encre le plus loin possible. Et donc ça, voilà, jeter son encre le plus loin possible, c'est en termes de formation, en termes d'orientation, en termes d'innovation. Il faut savoir jeter son encre le plus loin possible, c'est-à-dire vers ce qui m'est le plus étranger, vers ce qui est le plus différent de moi-même. Pour moi, c'est ça, l'hybridation. Magnifique. Moi, pour ma part, je crois qu'on va tous devenir centaures. Donc voilà, il faut qu'on achète ton livre pour y passer tous. Nous allons augmenter notre créativité, notre puissance d'être,
Avec les moyens numériques, nous allons passer du récit du jeu au récit du nous. Et cette réflexivité va faire qu'on va passer du beau pour tous, qui était un concept de la société industrielle, la consommation de masse, au beau par tous, avec comment dire, l'économie contributive, les makers, etc., tous ces mouvements. Bref, on va tous devenir créatifs et peut-être même des étoiles qui dansent, pour reprendre la formule de Nietzsche. Voilà. Merci Niels, merci Gabriel.